Bienvenue dans cette grande édition du journal, la série de rencontres de la première ministre Judith Toulouka-Souminoua avec les autorités canadienne s'est poursuivie le mardi 19 novembre 2024. Cette fois-ci, la chef du gouvernement congolais a été reçue par la première ministre des Affaires mondiales, Mélanie Joly. Cette dernière s'est félicitée de rencontrer pour la toute première fois la première ministre de la République démocratique du Congo. La première ministre Judith Souminoua a été reçue par la ministre des Affaires mondiales Mélanie Joly. La ministre canadienne s'est félicitée de rencontrer pour la première fois la première ministre de la RDC. Enfin, on a eu l'occasion d'avoir des bonnes discussions sur plusieurs sujets, notamment les investissements, infrastructures et comment on peut renforcer la relation entre le Canada et la RDC. On a aussi parlé comment on peut aussi améliorer la situation sécuritaire, notamment dans l'Est du pays, et que le Canada peut jouer un rôle positif dans le fait de ramener la sécurité et la stabilité en RDC et dans la région. Dans le cadre de cette nouvelle stratégie, justement, les deux personnalités ont estimé qu'il fallait améliorer la fréquence des rencontres et des échanges. Les conflits dans la partie est de la RDC, alimentés par la présence des troupes rwandaises, ont fait l'objet de discussions franches entre Judith Souminoua et Mélanie Joly. Après ces échanges, je pense que non seulement on est capable d'avoir de bonnes relations diplomatiques, mais aussi je pense que ce qu'on peut faire, c'est d'améliorer la fréquence de nos rencontres. D'ailleurs, la ministre des Affaires étrangères, Thérèse, était ici récemment. Oui. Donc, 2 fois en 3 mois, c'est rare. On est très content d'avoir les représentants de la RDC ici au Canada. Je pense que nos échanges ont été très positifs. Je pense que Madame la ministre comprend bien l'environnement politique, diplomatique dans lequel la RDC se trouve actuellement et que nous allons continuer d'améliorer, de renforcer nos liens, nos échanges, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau diplomatique. Comme l'a dit Madame, je pense que c'était important de pouvoir avoir cet échange et nous allons continuer, bien entendu. C'est ça. La ministre canadienne s'est dite préoccupée par les violences persistantes en RDC, particulièrement les violences sexuelles et les violations des droits de l'homme. Pour sa part, la première ministre Judith Souminoua a sollicité une plus grande implication du Canada. Saluant les échanges fructueux, la première ministre s'est montrée optimiste sur les règlements des conflits dans l'Est et croit dans l'amélioration de la coopération entre le Canada et la RDC, les deux pays liés par le lien très solide. La mission du ministère des Affaires mondiales est de diriger les relations diplomatiques, consulaires, d'encourager le commerce international du pays et de mener des efforts du Canada en matière de développement international et d'aide humanitaire. Direction de l'Assemblée nationale de Kinshasa, le président de cette chambre, Vital Kamerhe, s'est entretenu avec les notables de la province du Kwango. Ils sont allés par le dos de la cuillère justifier la faible représentation de cette province dans les institutions de la République. Titi Bakomba nous en parle. Le président de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, a reçu dans son cabinet de travail une délégation de notables de la province du Kwango. Ces derniers lui ont remis un mémorandum contenant plusieurs défis à relever dans cette partie du pays issue du grand démembrement du Grand Bandundu. Un mémo justement pour rappeler que le Kwango existe. Le Kwango n'a pas d'énergie, le Kwango n'a pas de route, le Kwango n'a pas... Et même ce que la colonie avait prévu pour que le Kwango soit une annexe de la capitale, tout cela est sur plan, rien n'a été réalisé. La délégation de ces notables du Kwango, composée des représentants de plusieurs couches sociales, notamment les acteurs politiques et ceux de la société civile, a aussi déploré l'absence de représentants de leur province dans la gestion de la chose publique. Ces notables veulent que cette question soit réglée lors des prochaines mises en place au sein des institutions. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a promis de se faire avocat de ses interlocuteurs auprès du président de la République et du gouvernement pour des réponses idoines aux problèmes qui lui ont été soumis.
Parlons dans ces journaux les actes de vandalisme de mausolée de Patrice Emery Lumumba. Le gouvernement congolais annonce la mise en détention de ces personnes et rassure que la relique du héros national est en sécurité. C'était au cours d'une réunion présidée par Jacquemaine Chabani, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières le mercredi 20 novembre 2024. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemaine Chabani, a présidé le mercredi 20 novembre en présence de la ministre de la Culture, des Arts et du Patrimoine, Yolande Elébé, une réunion avec quelques responsables des services de sécurité ainsi que la police scientifique sur les actes de vandalisme dont le mausolée de l'héros national Patrice Emery Lumumba a été victime le lundi 18 novembre dernier. À l'issue de cette rencontre, le patron de la sécurité nationale, tout en condamnant cet incident, a annoncé que l'enquête en cours a conduit à la détention de 6 personnes présumées auteurs de cet acte et 2 autres personnes recherchées par les services de sécurité. Quant à la relique du héros national Patrice Emery Lumumba, Jacquemaine Chabani confirme qu'elle est intacte et que d'autres dispositions sécuritaires sont déjà prises pour éviter ce genre d'incident à l'avenir. Nous avons fait avec les services, les différents services, mais aussi en compagnie de Madame la ministre de la Culture et Arts, l'état des lieux de ces actes de vandalisme que le gouvernement de la République condamne. Et il était important pour nous de savoir exactement ce qui s'est passé et de nous rassurer qu'une enquête, une prise judiciaire est en cours. C'est ce qui est le cas. Nous pouvons informer l'opinion qu'à l'état de l'enquête actuelle, 6 personnes sont en détention, 2 autres sont recherchées et seront très prochainement arrêtées. Nous nous sommes rassurés aussi de la sécurisation et de l'entretien du site. Nous avons pris des dispositions avec les différents services pour que cela soit fait. Et nous pouvons assurer l'opinion tant nationale qu'internationale qu'en ce qui concerne la relique, elle a été sécurisée et elle est protégée. Parlant de la justice, dans ces journaux, les états généraux de la justice, on en parle encore. De magistrats estiment que le ministre de la Justice, Constant Moutamba, a falsifié les recommandations de ses travaux, suivant l'intervention d'un des magistrats de la restitution lors de la restitution de ses travaux. Voilà, c'est la restitution des travaux des états généraux. Tout le monde est d'avis que le ministre de la Justice, à travers les résolutions et les recommandations qu'il a eues, il a menti non seulement le président de la République, le peuple congolais et la communauté internationale, qui est représenté par les ambassadeurs et les corps diplomatiques. C'est ainsi que les magistrats ont à l'unanimité donné le feu vert au comité pour qu'une action judiciaire soit engagée vis-à-vis des auteurs de ce rapport falsifié. Nous sommes tout à fait d'accord. Mais du côté syndical, je voudrais ajouter un élément important. Vous vous souviendrez qu'avant les états généraux de la justice, le ministre de la Justice a amené quelques projets de loi à l'Assemblée nationale pour modification qui ont été réduits, qui ont été réduits. Moi, je voudrais que dans la démarche syndicale, que le rapport du syndicat soit déposé également au bureau de l'Assemblée nationale, au bureau du Sénat, et nous avons des amis députés qui peuvent initier une question orale pour interpeller le ministre de la Justice par rapport à une action politique pour avoir présenté le rapport produit à la nation et à la communauté internationale. Autre chose dans ces journaux, le comité de suivi de paye d'agents et fonctionnaires de l'État annonce le retour à la normale le 28 novembre 2024. L'annonce a été faite après une réunion d'évaluation organisée mercredi à Kinshasa. Regardez.
Le retard connu pour la période précédente est dû notamment à de nouvelles actions au niveau du secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique et de multiples opérations liées à l'intégration de nouveaux mécanisés dans les systèmes, a expliqué Maître Yannick Issassi, vice-président et président intérimaire du comité de suivi de la paye. Suivant les instructions données par Judith Toulouka Souminoua sous l'impulsion du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la paye doit être exécutée chaque 28 du fin du mois au plus tard. La réalité qu'on a pour la paye de ce mois, c'est que la paye va se dérouler pratiquement de manière simultanée entre les trois secteurs à mise à jour mensuelle, c'est-à-dire les FARDC, la PNC et puis la DINACOPé. Avec les autres catégories, je dirais, des agents et fonctionnaires de l'État. Et on a passé vraiment du temps avec les opérateurs de la paye pour être sûr que cette simultanéité des opérations de la paye entre les différentes catégories va être bien prise en charge par les opérateurs pour nous assurer que l'échéance soit tenue. Dans le cadre de la feuille de mise en route du comité de suivi de la paye, une équipe sera déployée sur terrain afin d'évaluer les processus de la paye et de confronter les différentes réclamations enregistrées régulièrement et d'y apporter des solutions. Le coordonnateur de la taxe Fox RDC, Julien Paloukou, a présidé la toute première réunion de membres de cette structure. Cette réunion a peaufiné des stratégies pour capter une bonne partie des 150 milliards d'euros de l'Union européenne destinés aux pays africains. Cette réunion a connu la participation des experts de la présidence de la République démocratique du Congo, de la primature et ceux de ministères sectoriels, notamment les experts du commerce extérieur, des infrastructures et des travaux publics, du plan de l'économie nationale, de finances, des affaires étrangères et de la communication. Des délégués de la Fédération des entreprises du Congo y ont également pris part. Au cours de cette rencontre technique et stratégique, le coordonnateur de la Task Force RDC a donné des instructions aux experts en vue d'accélérer l'élaboration des mécanismes de travail. Ces derniers vont permettre d'optimiser les positionnements de la République démocratique du Congo face aux opportunités offertes par Global Gateway et l'identification des experts à l'investissement et des propositions à mettre en œuvre. D'autres instructions concernant le renforcement de la conception des propositions innovantes et efficaces en lieu direct avec les initiatives en cours au pays, conformément au chronogramme mis en place. Nous avons tenu la première réunion de cette task force qui a été instituée le 25 octobre 2024 à Kisangani par son Excellence Monsieur le Président de la République à la suite des constats selon lesquels il y a beaucoup de fonds qui circulent à travers le monde. Il a été en Chine, il y avait 50 milliards annoncés par le président chinois, mais également pour le continent européen, il y a une initiative qu'on appelle le Global Gateway qui a mis en branle 300 milliards d'euros, dont 150 milliards destinés à l'Afrique. Voilà pourquoi le président de la République a estimé qu'il était important, au regard des différents défis auxquels fait face la RDC, que notre pays puisse capter ces financements-là pour accroître sa compétitivité et son niveau de développement. Annoncé le 25 octobre, nous avons été notifiés par le secrétaire général le 6 novembre la décision telle que prise par le gouvernement, et ce n'est que le 15 novembre que Madame Son Excellence la Première ministre nous a écrit pour nous donner les indications concrètes de la manière dont nous devons dérouler les travaux, à savoir, 1. Comment nous positionner face à ces financements de 150 milliards de dollars. 2. Identifier les obstacles à l'investissement. À l'issue de la première réunion, des sous-commissions viennent d'être mises en place pour accélérer le travail de la Task Force sous la supervision de la Première ministre Judith Toulouka Souminoua. La Task Force congolaise qui a la mission de capter les 150 milliards d'euros de l'initiative Global Gateway de l'Union européenne a été instituée le 25 octobre 2024 par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous l'avez tous suivi, l'opposition congolaise fait bloc face à la révision ou changement de la Constitution avec sa déclaration lue le mercredi 20 novembre 2024 à Kinshasa par, entre autres,
Emmanuel Ramazani Chadari, le secrétaire permanent du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie. Présent lors de cette déclaration, Maître Clément Mouza et Ghislain Tchiquez Diemou n'ont pas manqué de donner de leur voix. Nous ne pouvons plus passer. Passer à l'action. Parce que la gravité des déclarations de M. Félix risque de mettre le pays en lambeaux et en danger. Ce qu'il a déclaré à Lubumbashi est extrêmement grave pour la cohésion nationale. Nous ne pouvons pas comprendre, avec la passerelle du pouvoir qu'il a, donner une interprétation aussi erronée de l'article 217 de notre Constitution. C'est de la manipulation pure et simple de notre population. Et il a un but. Ce but, c'est de manipuler particulièrement nos compatriotes de l'Est qui se battent matin, midi, soir pour défendre la patrie en marche. Et lorsque, dans le contexte actuel de notre pays, il doit parler du changement de la Constitution, franchement, M. Félix Tshisekedi n'aime pas ce pays. Parce qu'il sait pertinemment bien que notre Constitution, en son article 219, les lui interdit. Il ne peut même pas modifier la Constitution, réviser la Constitution. Il y a des dispositions constitutionnelles qui peuvent être modifiées pour des raisons bien motivées. Aujourd'hui, on parle sur base d'un argumentaire qui n'est pas juste. L'article 217, tel qu'on est en train de l'expliquer, ça démontre l'incapacité de comprendre le texte. C'est donc je vous invite à dire, envoyez les enfants à l'école. Vous voyez là où nous sommes arrivés. Nous sommes enfants du même Congo. Il n'est jamais tard pour mieux faire. Quand il y a des erreurs comme celle-là, je viens de dire 217 n'a rien à voir avec la vente d'un centimètre de notre terre. Tout, absolument rien. La question est réglée. La souveraineté n'est pas la territoriale. Donc la territoriale, non, c'est différent. C'est ce que je vous dis. Passez à l'école. Depuis 1996, le monde entier célèbre le 21 novembre de chaque année la journée internationale de la télévision. Malgré les nouvelles technologies de l'information et de la communication, le nombre de foyers équipés de télévisions dans le monde continue d'augmenter. Titi Bakamba et Ghislain Amissi. La télévision reste une importante source de consommation des contenus filmés. Bien que la taille des écrans ait changé et que les gens créent, publient, diffusent et consomment des vidéos sur différentes plateformes, le nombre de foyers équipés d'un téléviseur dans le monde continue d'augmenter. L'interaction entre différentes formes de diffusion représente une excellente occasion de sensibiliser l'opinion publique aux enjeux auxquels sont confrontées nos communautés et notre planète. Au XXIe siècle, à quoi sert un téléviseur? Il ne s'agit plus seulement d'un canal à un sens unique pour les contenus diffusés par la télévision et les câbles. Les téléviseurs modernes offrent un large éventail de contenus multimédia interactifs tels que les vidéos en continu, la musique et la navigation sur Internet. Malgré le déplacement de la consommation du contenu audiovisuel vers d'autres plateformes et l'évolution constante de la technologie, la télévision reste un outil de communication important. La principale différence réside toutefois dans la manière dont nous recevons ces images. Les chaînes de télévision artésiennes traditionnelles, une forme de diffusion transmise par ondes radio aux antennes de nos maisons, semble connaître un lent déclin au profit des sociétés de diffusion en continu ou streaming.
dont les signaux téléviseurs est reçu par l'intermédiaire des connexions Internet à haut débit. Il reste à voir si le déclin de la télévision traditionnelle s'accentuera au fil des ans ou si les deux formats coexisteront et se disputeront l'attention des téléspectateurs. Et pour complètement boucler ce journal, le nombre de cas de diabète continue d'augmenter. À Kinshasa, l'utilisation prolongée des cartoïdes est l'une de cause. On écoute le pharmacien François Malembe qui en parle au micro de Titi Bakomba et Héritier Toubiland. Généralement, le produit que différentes personnes utilisent et qu'ils appliquent sur la peau, les produits qui contiennent de l'antibiotique, ils contiennent généralement au même moment un corticoïde comme le dexaméthasone, comme le bétaméthasone, comme le clobétasol, et ils contiennent aussi un antifongique. Voilà. Ce sont des produits que les dermatologues prescrivent avec beaucoup de délicatesse. Parce que déjà, en temps normal, une personne ne peut pas utiliser les corticoïdes pour une longue durée. Alors, je suis curieux de constater aujourd'hui, et surtout dans notre pays, les dames principalement utilisent les médicaments sous forme de tubes, ils mettent ça dans leur lotion, et bien tous les jours, ils utilisent ça sur leur peau. La première conséquence, c'est quoi? Les corticoïdes sont diabétogènes. Donc, facilement, ils peuvent développer le diabète par le simple fait d'utiliser les corticoïdes. Il y a des gens même qui boivent ces corticoïdes, les dexaméthasone et consorts. Alors, deuxièmement, les antibiotiques sur la peau, vous allez constater que c'est très limité. Les antibiotiques, généralement, nous les utilisons par la voie générale. On les avale, on avale les capsules ou on injecte. Rarement encore, on peut placer ça sur les muqueuses comme dans l'œil. On met le chloramphénicol sous forme de collyre. Donc, il est vraiment rare de voir les antibiotiques à appliquer sur la peau. C'est parce que simplement, cette voie n'est vraiment pas appropriée pour l'utilisation de la plupart d'antibiotiques. Et vous l'avez certainement compris, c'en est fini pour cette grande édition du journal. Restez-nous toujours fidèles. Au revoir.